Merci. Donc, bienvenue tout le monde à une tasse de tech. Donc, on fait ça. Nous sommes jeudi le 21 mai. Il est midi pile. J'espère que votre lunch est fraîchement sorti du micro-ondes. On va parler aujourd'hui de jeux vidéo dans un contexte de confinement qui devrait être assez intéressant avec les gens en fait, avec Sam Boucher, qui est le grand patron chez Coop Studio, un studio qui est un petit studio montréalais qui vient de lancer sur Apple Arcade un jeu qui s'appelle Winding Worlds. Apple Arcade, c'est une plateforme de jeux vidéo par abonnement pour, évidemment, les appareils de la plateforme d'Apple, donc Apple TV, je pense, iPhone et iPad. Et ils ont une façon assez intéressante de faire les choses parce qu'évidemment, tout le monde travaille de chez soi, donc en télétravail, et ils ont livré quand même un jeu complet. Et je pense que c'est une approche qui devrait proposer, en tout cas, qui offre quelques pistes de solutions pour les autres studios qui voudraient imiter là, les gens de Coop. Et ensuite, on a un bidule, je vais vous le montrer ici. Ça a l'air d'être un gros pot à fleurs, mais c'est un routeur Wi-Fi 6 en maillage. Ça coche toutes les choses que vous voulez sur le routeur Wi-Fi et les réseaux Wi-Fi les plus modernes, dernier cri du moment. Là. C'est vraiment le fin du fin. La société TP-Link, on en parle après. Mais avant tout ça, pendant que je m'assure qu'on est effectivement en direct partout où on permet d'être en direct, je vais envoyer C'est le Pascal moment. sur une piste. Oui. C'était la conférence Build de Microsoft cette semaine. Il y a eu quelques belles annonces. Hein? Tu vas en parler. Moi, je retiens celle sur l'informatique quantique. On a des Ouais, ordinateurs qui commencent à arriver et on a ouais, mais moi, besoin je retiens celle sur Microsoft 365, la suite 365 Office. aussi. Et il y a la suite Office Fluide. Donc, je te laisse aller, Pascal, avec C'est un ça qui compte rendu devient efficace de fluide. build. Ça, pour les gens qui écoutent en ce moment, c'est que Alain va vérifier que tout fonctionne. C'est pour ça que je parle jusqu'à temps qu'il revienne. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, Microsoft Plus Fluide, grâce à Fluide, c'est une technologie qu'ils ont offerte aux développeurs, qui est ouverte, qui permet envoyer de partager des parties de documents d'Office. Normalement, quand on reçoit un document Excel, on doit ouvrir Excel. Quand on reçoit un document Word, on doit ouvrir Word. Avec Fluide, on va pouvoir tout combiner ça comme des morceaux de Lego dans un même document et même partager des morceaux de documents qu'on va recevoir dans Outlook et qu'on va pouvoir modifier directement dans Outlook. Ça va se répercuter sur le document original automatiquement. C'est stocké dans les nuages de façon transparente et presque magique. La démo est assez spectaculaire de voir comment tout s'entremêle et que quelqu'un reçoit un courriel, fait de modifications, le document original se modifie tout seul. Je me demande, pour les présentations, ça va être assez fantastique. J'espère qu'il va y avoir une option pour verrouiller le document pour m'assurer que pendant la présentation, il n'y a pas des changements qui se font pendant que je travaille, quelqu'un qui révise et puis que tout se met à se déplacer pendant la présentation. Je trouve ça assez chouette. Alain parlait du quantique. Beaucoup d'entreprises permettent d'avoir de l'intelligence artificielle sur demande dans des serveurs dans les nuages. Microsoft va plus loin. Il offre son service Azure Quantum qui permet de résoudre l'insolvable, de solver le unsolvable en anglais, grâce à l'informatique quantique. On donne comme exemple l'informatique quantique, c'est fantastique pour résoudre des problèmes qui sont très complexes à faire avec d'autres méthodes de calcul où il faut tester plein de trucs. Avec le quantique, tu fais tout en même temps et tu obtiens des réponses. On donne l'exemple d'optimiser les feux de circulation sur une route. C'est un problème. Tout le monde se demande comment ça se fait que c'est pas synchroniser les lumières en ville. C'est un problème extrêmement complexe parce qu'il faut penser à toutes les répercussions de chaque lumière sur les autres lumières et ainsi de suite. Mais avec l'informatique quantique, c'est possible. Donc, c'est une chose qu'on va pouvoir régler avec le service Azure Quantum de Microsoft qu'on va pouvoir utiliser dans les nuages. On invite les développeurs à travailler là-dessus et voir qu'est-ce qu'ils pourraient résoudre comme problème avec ce service-là. Nous sommes de retour Actuellement en en direct. direct, je le vois ici, nous sommes de retour. Voilà, voilà, Je voilà, c'est forgeais diffusé. rebonjour. Rebonjour. Nous sommes de retour avec une tasse de tech. On a eu un petit problème de serveur. Je vais parler, je pense que les gens de LiveScale vont devoir m'expliquer comment on peut brancher l'outil de diffusion dans le Facebook Live qu'on programme évidemment un peu à l'avance pour être live à midi. Mais nous sommes de retour. Et si vous entendez des dings, c'est parce que notre support technique derrière me dit que ça fonctionne. Donc, c'est un ding positif. Un ding, c'est positif. Deux dings, ce l'est pas. Dans Exactement. Breaking Oui, Bad. on a entraîné notre machine à faire des signaux comme ça. Pascal, on va repartir. On était rendu. On va regarder ça.
Écoute, à Pizzly, Localement, il y a un nouveau service, oui, pour aider les restaurateurs québécois à relancer dans un mode de confinement avec la livraison de repas. ouais, c'est une application qui s'appelle Pizzly pour les restaurants qui cherchent, une application pour gérer leur livraison. C'est une application qui est personnalisable, qui s'adapte au contexte particulier de chaque établissement. Ça sert à gérer le service de livraison, les commandes pour emporter, le prêt-à-manger et c'est québécois. On peut gérer les heures de livraison de coyettes, les frais de livraison, le nombre maximal de commandes par heure, donc pour éviter que on soit débordé dans les cuisines. Activer des codes de promotion, ajouter l'option de pourboire, ça s'appelle Pizzly. C'est une application qui a été créée à la demande très, très vite avec le début de la COVID par le propriétaire du bistrot Le Coup Monté de Repentigny, la firme Intech Plus qui a fait le développement de ça. Euh, Écoute, l'application a l'air super chouette. Les clients reçoivent une confirmation de commande par le message texte. Elle serait surtout, et c'est ça l'avantage, pourquoi une application de livraison québécoise, c'est qu'elle serait 5 fois moins coûteuse que les plateformes similaires, les Voilà. gros groupes américains, 5 fois moins. Ils demandent jusqu'à 25 à 30 de Oui, frais pour gérer la livraison. Donc, c'est 25 à 30 de moins de revenus qui ne vont pas dans la poche, qui c'est un vont gros pas dans la morceau, poche du là. Mhm. restaurateur. C'est un gros morceau. Donc, une application moins coûteuse québécoise, ça s'appelle Pizzly. Oui, Et je trouve ça super chouette à oui. Ben, tu sais essayer que si jamais vous cherchez quelque chose. Shopify, l'outil, le fameux outil de commerce électronique en ligne qui est maintenant rendu la plus grosse compagnie en bourse au Canada, je pense, ou pas loin, là, a été parti par le propriétaire d'une boutique d'accessoires de surf, un peu comme en se disant comment je peux utiliser l'Internet pour croître ma business. Qu'un restaurateur lance un outil comme ça, c'est la moindre des choses. Et tant mieux si ça devient quelque chose qui est accepté, qui remplace les services américains. Là, en ce moment, il y a la consolidation aux États-Unis. Uber Eats vient d'acheter ou pense vouloir acheter Grubhub, là, qui est l'autre gros service aux États-Unis. Ça va se consolider. Tout ça va arriver au Canada bientôt. Oui, Donc, c'est aussi bien de s'équiper avec des solutions locales 100% oui. conçues pour le marché d'ici, en tout cas. Et qui demande moins de frais. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est sur une commande de 20 $, c'est au lieu de donner 30 au lieu de donner 6 $ à une compagnie étrangère, je fais-tu bien le calcul, Oui, ça, c'est 20%. tu donnes 2 $ et quelques. Exact. Je trouve que c'est super intéressant. Ça Parlant pourrait devenir une de, fierté locale. Avant de relancer le commerce, il y a un autre service qui a été lancé ici pour accélérer un peu la remise en marche, en tout cas le retour au travail des employés. Là, un truc qui s'appelle c'est Mobile Punch, c'est ça? Mobile Punch, c'est tu sais, le punch qu'on doit faire quand on arrive au travail, quand on a Ah, des ce bureaux. punch-là, oui, ben oui, ben Punch-là, oui. ce Mhm. punch, le punch pour travailler, il y a une version de son application, c'est une application qui calcule les heures de travail. Donc, avec l'application, au lieu d'avoir manuellement entré un petit bout de papier ou prendre en note les heures de travail, tu ouvres ton application, c'est géolocalisé, fait que ça indique que l'employé est arrivé sur l'endroit où il doit commencer à travailler, pratique pour les chantiers de construction, par exemple. Mais là, il faut remplir ce qu'on appelle, c'est un beau nom, je vais le lire attentivement, c'est un questionnaire quotidien de vérification de l'état de santé des travailleurs qui est demandé par le Oui, on CNESST. t'écoute. Non, non, c'est moi qui, il y a tellement d'acronymes et Ben oui, ben c'est de vrai. trucs. Donc, le CNESST, on peut aller voir un tableau en temps réel, quel employé est arrivé, si le chantier est conforme. Et ça, c'est un formulaire qui demande, faites-vous de la température, êtes-vous en santé, est-ce que ça va bien? On n'a pas besoin de gérer de paperasse, tout se fait en ligne automatiquement. Et donc, ça permet si quelqu'un en fait la demande, de démontrer que son chantier de construction est conforme et que tous les employés présents ont bien répondu au formulaire. L'application, la fonction est offerte à peu de frais pour ceux qui voudraient simplement avoir cette fonction-là. Sinon, elle est offerte gratuitement aux clients qui utilisent déjà les autres services de l'entreprise comme la feuille de temps géolocalisée, Mhm. Mobile Punch, Mobile Punch. qui facilite la conformité avec la COVID. Ouais, c'est un détail Euh, non négligeable lors du retour au travail. Parlant d'outils pour retourner au travail, et tu m'expliqueras le lien avec le Québec. HP a un modèle de masque protecteur ou d'écran protecteur facial ouais, un écran imprimé en 3D. protecteur
Ouais, c'est ça et c'est super Pratique. génial parce que HP, on les connaît pour leurs imprimantes. Ils font aussi Mhm. des imprimantes en 3D. Ils ont demandé à des entreprises québécoises, 9 PME, qui sont spécialisées dans la fabrication numérique au Québec. Il y a Orthèse Talaria, on les salue, une compagnie qui s'appelle ExoS, qui est de Sherbrooke, qui fabrique des écrans faciaux. Au lieu d'imprimer ce qu'ils impriment d'habitude, ils se sont mobilisés pour imprimer des écrans faciaux transparents pour les travailleurs de première ligne. Ils vont fournir 540 000 écrans faciaux approuvés par Santé Canada. Et je trouve que c'est une super belle application là, de technologie en cas d'urgence comme ça. Au lieu d'imprimer des orthèses, dans le cas de orthèse Talaria, on imprime des masques protecteurs, des écrans protecteurs. On imprime aussi les petits supports qui enlèvent la pression pour les masques derrière les oreilles, une espèce de Ouais. petit truc qui C'est un ressemble à une détail, arête de c'est un petit poisson. détail, mais c'est pas négligeable, hein. Et c'est ça, et on imprime ça aussi. On va en imprimer 540 000 pour aider les travailleurs de première ligne. Je trouve ça vraiment C'est intéressant. euh, une belle application de la technologie d'impression 3D. Rapidement, je suis déjà allé, donc je suis un peu triste de voir que Ah! ça va être en version virtuelle, mais les 24 heures du Mans ne seront pas en personne et physique cette année. En Ah! fait, pas cet été, elles vont l'être plus tard. Ah, tu m'énerves parce que c'est quelque chose qui doit être une expérience fantastique. Puis j'imaginais pas que tu y étais allé pour vrai. Ça, je t'envie Ça fait vraiment. quelques années. Course d'endurance, les 24 heures du Mans, c'est une course automobile qui dure 24 heures, comme son nom l'indique. Pour son 88e anniversaire, il va avoir une course virtuelle qui va avoir lieu du 13 au 14 juin. Donc, 24 heures de temps. Il y a 4 pilotes qui se relaient dans des voitures de course virtuelles, donc j'imagine des simulateurs et ainsi de suite. Cependant, il y a 50 équipes seulement de 4 personnes. Il doit y avoir 2 pilotes professionnels par équipe. Donc, malheureusement, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose grand public, là, comme World of Warcraft ou quelque chose comme ça, là, où tout le monde pouvait compétitionner dans la course, mais non. Non. Je trouve que ça peut raviver l'intérêt pour la course automobile et il devrait y avoir une vraie course en septembre Si tout va pour bien. ceux qui Ouais. s'intéressent à Il y la course. a, il y a des pilotes et d'anciens pilotes qui, évidemment, ne peuvent pas aller sur la piste en ce moment, qui utilisent des jeux vidéo comme Project Cars et un simulateur avec un volant et un mini-cockpit à la maison pour faire des courses virtuelles comme ça. Et il y a des championnats virtuels qui s'organisent. Euh, c'est assez amusant. Je parlais avec l'ex-pilote et collègue et ami Bertrand Godin il y a quelques semaines. Il fait ça, là. Je pense qu'il détient un record de vitesse virtuelle sur la piste. Je pense que le circuit de Monaco ou quelque chose comme ça. C'est Ben assez. voyons donc. Ah oui, c'est fou ce que ça ouvre comme possibilité quand on regarde du côté positif de cette affaire-là. Des Ben, choses assez amusantes qui se passent. l'entraînement qu'on peut faire sur un simulateur, c'est moins dangereux. Il semble que les simulateurs, ça donne une tellement bonne impression de la piste que tu arrives sur la piste, tu as Ouais, l'impression d'avoir. Ça donne un avantage aux pilotes qui ont un bon moins simulateur, ouais, d'expérience. peut donner pas mal de. Au moins, au minimum pour nous, en tout cas, ben du fun. C'est ça. Mais je sais pas ce que ça va donner, regarder une course virtuelle pendant 24 heures. Ouais, ça va être un autre genre d'endurance, probablement. Définitivement. T'allumes ça dans le coin de ton écran, puis tu regardes la Tu laisses course se ça aller. passer virtuellement. Merci, Pascal. Ben merci. Cela dit, parlant de fun virtuel, quelque chose qui a pas arrêté, les vidéos latérales du mauvais côté. Et voilà. C'est évidemment l'attrait des jeux vidéo en confinement. Il y a deux choses par rapport à ça. Il y a évidemment les plateformes de jeux vidéo qui sont de plus en plus achalandées, ou en tout cas qui l'ont été de plus en plus entre mars et avril. Donc, les plateformes, que ce soit sur Xbox, Nintendo, Sony et même sur les plateformes mobiles. Les studios, eux, sont, comme la plupart des autres entreprises, confinés. À mi-chemin entre ces deux phénomènes-là, il y a Co-op Mode. Est-ce qu'on dit Co-op Mode ou on dit juste Co-op? On dit coop. Puis Donc, aussi, le j'ai studio. entendu dire comme grand boss de coop, là, mais chez coop, on est justement en transfert pour devenir une vraie coop, ce qui nous a pris assez beaucoup de temps parce qu'on était comme en vie de projet, puis de contrat, tout ça, mais on va devenir une vraie coop où que chaque membre va avoir des parts égales à la compagnie. Fait qu'on n'a pas de Wow. grand boss chez Wow. coop. Ça fait tout un préambule. Donc, le studio Coop, qui est un studio indépendant, qui est représenté, qui est notre invité, Sam Boucher, qui est à la tête de la Coop, qui est une future Coop, bref. Ils ont lancé un jeu sur Apple Arcade vendredi dernier qui s'appelle Winding World. C'est leur deuxième jeu. Si je ne me trompe pas, c'est le premier sur cette plateforme. Cette plateforme-là, Apple Arcade, Ouais. C'est une façon de consommer du jeu par abonnement. Microsoft a sa propre formule, Sony aussi. Bref, c'est dans cette mouvance-là. Ce qui est intéressant par rapport à ce jeu-là, c'est qu'il a été en partie finalisé alors que tous les employés du studio étaient en confinement.
Donc, c'est une façon habile de continuer à travailler malgré les contraintes du moment. Et pour en parler, justement, il y a déjà un petit peu levé le voile sur ce que le studio fait. Mais on a Sam Boucher, qui est donc grand patron, si je ne me trompe pas, chez Coop. Sam, salut! Salut! Moi, en fait, dans Coop, je suis un designer et aussi artiste visuel. Voilà. Puis ouais, c'est ça. On a réussi à livrer un jeu en confinement. Ça a bien fonctionné. On a été chanceux, je pense, d'avoir complété la majorité du jeu hors confinement. Mais en général, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies de jeux vidéo qui font beaucoup de travail à la maison. Il y a beaucoup d'équipes internationales. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est assez bien rodé dans le domaine, surtout du jeu vidéo indépendant. Mais ça a été définitivement un challenge pour ce qui est de la livraison, là, les dernières semaines, pour ce qui est de débugger puis de tester sur les différentes plateformes. Pas tous les employés chez Coop avaient toutes les Apple TV, iPhone pour tester. Fait que ça a été un peu dur. Il y a eu beaucoup de back and forth avec Apple pour pouvoir tester les derniers bugs. Mais on a réussi au final, puis je pense qu'on a réussi à bien roder la compagnie pour bien fonctionner ensemble, capable de continuer à travailler sur nos projets. Winding World, c'est votre deuxième jeu. C'est quoi, raconte-nous un peu, c'est quoi le synopsis de ce jeu-là? Winding Worlds, en fait, c'est un jeu qui est sur le sujet de prendre soin de soi et de faire attention même si on est généreux puis on veut aider les gens puis on veut donner beaucoup de soi, il faut faire attention à soi aussi en premier parce qu'on peut mal aider les gens si nous-mêmes on est fatigué ou on prend pas soin de nous. Puis dans chaque level de Winding Worlds est une planète, un peu comme Le Petit Prince, où il y a un personnage qui doit passer à autre chose dans sa vie pour pouvoir quitter sa planète. Chacun est comme dans sa bulle, il y a un problème, puis toi, à chaque planète, tu dois régler les problèmes des gens. Donc, il y a plusieurs petites histoires et il y a une longue trame narrative qui est à propos de prendre soin de soi aussi. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Est-ce que c'est un jeu qui a des objectifs, qui est ludique, c'est un jeu, mais est-ce qu'il y a derrière une réflexion psychologique ou un désir de créer, parce que ça semble quelque chose qui est agréable dans le contexte de la COVID, particulièrement l'isolement et ainsi de suite, de prendre soin de soi, c'est un message tellement parfait. Pourquoi vous avez choisi ce thème si positif-là? C'est vraiment venu à force d'itérer sur l'idée. Moi, dans le fond, j'ai prototypé le jeu, puis c'était vraiment pas ça au départ. Là. J'avais comme une idée de juste avec ton mouvement de doigt sur l'écran, il y aurait des planètes. Puis c'était un peu plus Où est Charlie? Quand tu promènes ton doigt, tu découvres des trucs, il y a des trucs qui sortent de la planète. Puis c'était vraiment un prototype où il n'y avait pas vraiment de but, mais qui avait comme une mécanique de base. Puis quand on a engagé Kate Gray, qui écrit pour nous maintenant, là, la trame narrative a embarqué, puis on a commencé à créer des personnages, puis à créer des planètes vraiment personnalisées, puis de fil en aiguille, vraiment, au travers des semaines et des mois, là, on a comme établi que le pattern qu'on avait se dirigeait vers là. Wow. Dans les jeux vidéo, souvent, c'est ça, il y a un personnage qui aide les gens, il y a tout le temps des quêtes, mais il n'est jamais comme ce personnage-là, comment il prend soin de lui, tu sais. Qu'est-ce qui arrive à ce personnage-là, tu sais, au final. Puis je pense que c'est une belle twist qu'on a eue avec Winding Worlds de ce côté-là. Ouais, c'est ça, ça aurait pu être un tutoriel, ça aurait pu être un logiciel. Ce que je cherchais, le mot, c'est thérapeutique. Ça aurait pu être un logiciel thérapeutique un peu ennuyeux, mais le fait de rendre ça ludique, il me semble que c'est super génial comme formule de se faire du bien, parce que j'imagine qu'on réfléchit sur la question en jouant au jeu. Ouais. Donc, d'avoir un aspect, j'imagine, est-ce que le jeu est thérapeutique? Ben, je sais pas s'il est thérapeutique. Je pense que ça peut l'être. Je pense que n'importe quel jeu peut l'être à sa façon. Mais en regardant les reviews qu'on voit sur le store, je pense qu'il y a des gens que ça les touche vraiment beaucoup. Puis on a vraiment des commentaires touchants qui sont comme vraiment deep. Là. Puis on regarde ça et on est comme « Wow, OK, on pensait pas que ça allait aller à ce niveau-là. »
Mais non, c'est vraiment le fun de voir que ça touche les gens et qu'ils peuvent faire un parallèle avec leur réalité aussi, là. C'est intéressant parce que là, vous lancez sur une plateforme exclusive avec Apple, donc Apple Mhm. Arcade. Est-ce qu'il y a un avantage à faire ça pour vous? Est-ce que l'exclusivité, en échange, ça vous donne une meilleure visibilité? Comment ça fonctionne par rapport à ces plateformes-là? Nous, en fait, dès qu'on a sorti notre premier jeu, Nog, sur la plateforme Apple, on s'est rendu compte que on fait plusieurs jeux en même temps, mais notre team qui travaillait sur Winding Worlds, le style de jeu qu'on faisait s'adaptait très bien au marché d'Apple. Quand ils ont annoncé leur nouvelle plateforme, on était déjà en contact avec eux, puis on s'est dit que c'était un match parfait, la sortie de cette plateforme-là, puis on a décidé de faire affaire avec eux, puis c'est vraiment en faisant les jeux, puis en s'apercevant les marchés qui aiment nos projets, à quel marché ça s'adresse le plus, qu'on s'est rendu compte qu'Apple était vraiment une bonne plateforme pour ça, là, puis ça répond bien. Là. Ouais. Est-ce que C'est c'est un relativement nouveau comme magasinage? plateforme. Oui, vas-y, Pascal. Je me demandais si c'était un magasinage que vous avez fait. Vous allez voir Apple, vous allez voir Microsoft, vous allez voir Nintendo, vous allez voir Sony, puis vous choisissez le plus. Ça peut se faire comme ça. Dans notre cas, ça a été assez rapide parce qu'on venait de sortir le projet, puis là, la compagnie était un petit peu plus slow, puis on essayait de trouver une nouvelle idée, puis tout ça. Puis là, Apple est arrivé comme ça, puis on s'est dit go, on y va. Puis, mais tu sais, ça dépend vraiment des projets, ça dépend de la situation de la compagnie, mais un magasinage, ça peut se faire aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui pitchent des jeux à plein d'éditeurs, puis pour, pour, euh, pour avoir plus de chances aussi là, C'est de voir son projet. une formule assez, pas originale, mais c'est une formule différente de ce qui est le modèle du jeu vidéo depuis longtemps. Là. C'est vous offrez un jeu à volonté sur une plateforme où les gens paient, je pense, 10 par mois, ou à peu près. Euh, est-ce qu'il y a quand même des gens qui avez-vous un auditoire assez large? Est-ce que vous voyez vraiment un effet de cette plateforme-là, ou bien si c'est en espérant que ça décolle? Non, on voit déjà une réponse vraiment grande. Là. Il y a beaucoup de gens sur cette plateforme-là, puis ça a vraiment surpassé la quantité, je pense, de joueurs qu'on avait sur Apple avant. On l'avait juste sorti sur la App Store comme tout le monde, mais là, sur cette plateforme-là, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de gens qui attendent leur jeu, puis qui sont excités de voir c'est quoi les nouveautés qu'il va y avoir. Puis, non, pour vrai, il y a vraiment une belle réponse, on est vraiment surpris. Là. Voyez-vous aller sur les téléphones Android ou sur d'autres plateformes éventuellement? Je penserais pas, pour vrai. Là, comme Ah on oui? est exclusif sur cette plateforme-là, ça regarde pas bien pour que ça soit sur d'autres plateformes. Là. C'est Mhm. pas pour une durée limitée? C'est pas une Non, non, entente? c'est ça. C'est vraiment exclusivité complète sur la plateforme Apple Arcade. Wow. Qui est probablement une différence entre l'App Store et l'environnement arcade qui est plus fermé, en fait, qui s'offre seulement une clientèle qui paye. Ouais, c'est ça. Euh, Puis il y a aussi des gens qui s'occupent de, je sais pas si c'est le bon mot en français, mais de la curation, comme ouais, une espèce de d'établir filtre le ou de style de recommandation. jeu. Mhm. Ouais, c'est ça, d'établir le style de jeu qui vont aller sur cette plateforme-là. Puis je pense que c'est vraiment intéressant parce que les gens chez Apple qui s'occupent de catégoriser les jeux, tout ça, ils font une belle job, tu sais, puis c'est comme un menu de jeu, dans le fond, puis tu choisis, puis je pense qu'ils ont vraiment du bon goût aussi, ils ont vraiment des bons goûts dans ce qu'ils sélectionnent. Ben, ils vous ont choisi, donc c'est sûr. Ça doit faire. C'est un On sent signe. que vous êtes un peu Ouais, biaisé, mais je vous suis avez pas bien biaisé raison du de tout, l'être. là. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous allez. C'est drôle parce que, puisqu'on parle d'Apple, petite parenthèse, évidemment, il y a la conférence d'Apple qui s'en vient en juin. On vient de parler plus tôt dans la balado de la conférence Build de Microsoft qui était entièrement diffusée sur leur site Web. Apple, je pense, font la même chose cette année. Est-ce que c'est quelque chose Ouais, qui vous attire? Est-ce que vous allez aller assister virtuellement à la conférence pour peut-être ouais, développer des prochains jeux? ça, c'est certain. À chaque année, on s'informe des nouvelles technologies, puis de toutes les conférences qu'ils font sur, que ce soit sur l'accessibilité ou des nouvelles technologies comme le haptic feedback, la vibration de la manette. Comme pour le jeu Winding Worlds, on a beaucoup regardé les talks d'accessibilité puis de haptics. Il y a beaucoup on peut faire des personnalisations de la vibration, puis c'est vraiment super. Là. C'est un des derniers trucs que j'ai travaillé sur le jeu, puis
j'ai vraiment eu du fun à mettre des petites vibrations spécifiques un peu partout pour donner du feedback aux joueurs. Puis il y a beaucoup de trucs d'accessibilité qui sont inspirants pour nous que Apple met de l'avant. Là. On peut pas, on n'est pas parfait, on essaie le plus possible d'en mettre, mais je pense qu'ils sont très inspirants là-dessus. Là. Ouais, on va définitivement être là pour nos futurs projets, là, pour s'inspirer. C'est comme un nouveau monde. Hein? Je faisais la liste des événements où d'habitude on se déplace pour y aller. Puis là, on fait tout ça par. En tout cas, je n'ai jamais si peu bougé pour avoir si peu de conférences en dedans de quelques mois. Ouais, c'est fou. Tout est accessible. Là, c'est comme. Ouais, c'est un peu magique. Ça va changer un peu la façon de faire chez vous. Est-ce que vous voyez, à partir de maintenant, travailler davantage en télétravail et puis offrir peut-être des outils aux gens pour travailler, pas nécessairement du studio, mais vraiment d'offrir des outils pour développer des jeux à distance? Mais je pense qu'il y a un désir de tout le monde de revenir à la normale dans un bureau parce que c'est sûr qu'il y a des trucs plus spontanés qui se passent dans le réel. On peut se tourner de bord plus rapidement, on peut mieux communiquer des fois, puis comparativement, nous, on utilise la plateforme Slack où il y a plein de channels différents, puis le monde chat, ça devient un peu le bordel, puis dur à suivre. On est assez bon puis bien rodé sur cette plateforme-là, puis ça fonctionne assez bien, mais je pense que même si ça fonctionne bien, on a le désir de revenir à nos bureaux là, dès qu'on peut. Je peux imaginer qu'il y a des circonstances où être à distance, c'est pas super efficace, même si Slack fait du bon travail pour être informellement en contact personnel. Je veux dire, chez vous, dans le développement, il y a des situations où il faut se rencontrer davantage. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveaux jeux? Qu'est-ce qui s'en vient pour Coop pour la suite? Là, vous allez créer une coop. On a appris ça un petit peu en préambule, mais est-ce qu'il y a des nouveaux jeux dans le catalogue? C'est quoi l'horizon? Là, présentement, on travaille sur d'autres projets qui sont en branle. Il y en a qui ça fait quelques années qui sont en branle. Il n'y a rien d'annoncé encore. Ça va venir, mais là, on est devenu vraiment une compagnie qui a de multiples projets, de multiples équipes, là, contrairement à avant où on faisait un jeu à la fois. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Là. On ne sait pas encore ça va être sur quelle plateforme ou quand est-ce qu'on va annoncer, mais il y a des trucs vraiment excitants qu'on est en train de travailler dessus. Là. Donc, le jeu vidéo continue à évoluer malgré le contexte. Est-ce que vous êtes en croissance? Est-ce que vous êtes en mode embauche en ce moment? On n'embauche pas, mais on a grossi, ça c'est sûr, on a grossi depuis notre premier jeu, mais non, c'est ça. Dernièrement, on a pas mal tout notre monde, on est pas mal à capacité là, présentement. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'on se dit pas non là, de grossir davantage, mais pour l'instant, je pense qu'avec les projets qu'on a, on est comme rendu, on est 12, mais on a d'autres personnes à contrat aussi à l'international aussi. Là. Fait que, avec un producteur et une team d'à peu près 20 quelques personnes, c'est pas mal full capacité. Là. Ouais. Un bon studio indépendant, en tout cas, c'est sûr que c'est une belle équipe. Là. Ouais. Winding World, dis-nous ça, où est-ce qu'on le trouve? On va sur Apple Arcade. Comment on accède à ce jeu-là? Comment on peut y jouer? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est il y a sur Apple TV, sur macOS, sur iOS. Il y a toujours un onglet Apple Arcade, puis vous allez nous trouver là. Si on n'a jamais utilisé ça, on peut y aller. Je pense qu'il y a une offre, on peut s'abonner gratuitement pour quelques semaines là, pour l'essayer. Ouais. Je pense qu'il y a un mois gratuit. Là. Un mois gratuit, bon, ben voilà, on a le temps d'y jouer un peu. Est-ce qu'on a le temps de le finir en un mois ou est-ce que ça peut durer plus longtemps que ça? Ah, ça dépend le temps que tu as à y mettre. Puis, Ça dépend. Ouais, bon, ben, excellent. Ben, écoutez, on invite les gens, si jamais vous voulez essayer ça, un jeu terminé, peaufiné en confinement par le studio Coop de Montréal. Allez voir ça sur Apple Arcade. Ça vient d'être lancé, c'est sorti vendredi dernier. Sam Boucher, merci beaucoup d'être venu à la balado pour nous parler de ça. Merci de l'invitation. Puis, bonne chance pour la suite. Merci. Bye-bye. Bye. Un jeu qui fait du bien, j'aime ça. Il y a plus que du jeu. Hein. On sent qu'il y a comme une volonté justement d'ajouter une petite valeur humaine, disons, à l'expérience. Oui. Puis, écoute, je ne peux pas dire que j'ai essayé un petit peu, évidemment, les plateformes Google Stadia, Apple Arcade, tout ça. Toi aussi. Il y a comme une certaine philosophie dans les produits qu'Apple commercialise. On dirait qu'il y a cette volonté d'être un peu plus... une petite affaire au-dessus que juste du jeu. Il y a comme toujours un petit côté... plus familial. C'est plus wholesome. Parce que c'est pas, évidemment, ce ne sont pas des. C'est pas un Nintendo, là, c'est pas un fabricant de jeux, de gros jeux. Donc, évidemment, il y a cette valeur-là casual plus
on joue, mais il y a comme d'autres choses aussi, là, plus léger, Ouais, puis plus... c'est pas de je pense pas que c'est un jeu qu'on peut accuser d'être violent. Ce ça que je aussi, comprends de la exactement. description, On sent pas c'est que c'est ça le on nom, sent effectivement. pas que c'est de tuer le plus Pas de tant ça. méchants l'objectif. Mhm. Fait que je pense mais c'est le genre de jeu des fois que je pense que la clientèle des jeux, c'est très divisé. Il y a ceux qui veulent se divertir sans réfléchir, ceux qui veulent juste Oui, partir ceux qui construisent des mondes et ceux qui s'occupent des choses. Le jeu Animal Crossing, peux-tu? Des jeux oui. comme New The Horizons qui est Sims, sorti récemment, exact. des jeux où tu bâtis un univers qui sont très populaires. Fait que c'est Mhm. pas seulement, pour ceux qui nous écoutent, là, les jeux qui. C'est pas seulement des jeux de bataille puis de sang qui giclent Ouais. le plus possible. C'est Même si ça peut faire du bien, là, c'est pas. des environnements ouverts, surtout avec la réalité virtuelle, on n'en a pas parlé, mais il y a, tu sais, cette semaine, en fait, j'essaie d'avoir une façon de vous le montrer. J'ai essayé une application sur les casques Oculus qui s'appelle Spatial, qui est un zoom en réalité virtuelle. Si on Mhm. arrive à le faire marcher, je vous montrerai comment ça fonctionne. C'est assez fascinant parce que ça, c'est des environnements ouverts, libres. Il n'y a pas vraiment il y a pas une trame narrative très forte. On peut tu sais, se promener dans toutes les directions. Il y a effectivement une clientèle pour ça, puis il y en a pour tous les goûts. Euh, mais écoute, Pascal, si tu me permets une transition habile, ce que ça prend Oh, pour profiter de tout ça, évidemment, c'est un bon accès réseau. oui, Nous sommes oui. en Et c'est. 2020, et en 2020, ce qui devait arriver et commence tranquillement à arriver, c'est une nouvelle norme Wi-Fi, le Wi-Fi 6. On entend parler un peu, et les premiers routeurs Wi-Fi 6 ont été mis en marché l'automne dernier. Évidemment, on ne remplace pas un routeur à tous les 3 mois, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place, mais ça promet une technologie Wi-Fi, donc de réseau Internet sans fil, qui est prête pour l'Internet des fameux objets connectés, le IoT, euh, et pour les maisons connectées, exactement, qui ont l'ampoule, l'autre ampoule, le gradateur, l'interrupteur, la prise de courant, la serrure. Bref, c'est prêt pour ça. Et il y avait en parallèle une autre tendance dans le Wi-Fi qui est le Wi-Fi en maillage, donc les bornes d'accès, les routeurs avec une borne d'accès d'appoint ou même deux pour étendre la portée du réseau. Parce que souvent, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on met la borne là où l'entrée de fibre, en tout cas de câble ou peu importe, arrive à la Le maison. câble, il rentre. Puis là, on imagine que ça va couvrir toute la maison, puis on se rend compte que non, parce qu'il est juste dans le coin de la maison, puis à l'autre bout, on ne l'a pas, mais on en a besoin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le mesh Wi-Fi. C'était l'autre tendance. Et là arrive, au croisement des deux tendances, cette jolie petite bête. En fait, j'en ai juste une, mais l'autre est branchée ici parce qu'évidemment, il faut que j'utilise mon réseau Il ne faut pour pas que le diffuser. réseau coupe. Je l'essayais, en fait, celui-là, c'est un modèle qui s'appelle le Deco X60 de la compagnie TP-Link. TP-Link, c'est une marque qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est très émergente depuis un an ou deux, qu'on voit beaucoup dans les accessoires informatiques, dans les accessoires réseau. C'est pas la première génération de bornes Wi-Fi, mais dans ce cas-ci, c'est la plus puissante des deux versions de routeurs en maillage compatibles avec la norme Wi-Fi 6. Ce qui n'est pas facile à dire dans 4 mots, là. Mais c'est un appareil qui promet un paquet d'affaires, entre autres choses, la capacité de se connecter. Euh, je pense qu'il peut connecter 150 appareils par borne. Oui. Donc, c'est pratique si vous voulez un réseau robuste à la maison, mais si aussi vous avez un petit commerce, vous voulez offrir du Wi-Fi, vous voulez partager sur plusieurs espaces le même réseau. Une borne fait, j'utilise parfois un chiffre qui n'est pas commode, c'est entre 1500 et 2000 pieds carrés de couverture en termes de superficie de réseau. Les 3 bornes ensemble de ce réseau-là font un peu plus que 5500 pieds carrés de couverture. Ouais. Et on peut en mettre un à l'étage, on peut en mettre un près de la cour arrière, l'avant de la maison, l'arrière de la maison, selon où on en a besoin. Exact. Euh, C'est évidemment pas quelque chose qui convient si vous avez un condo, c'est pas nécessaire. Mais si vous avez une maison à multi-étage ou justement un petit commerce ou un truc comme ça qui a plusieurs pièces, c'est pratique. Évidemment, il faut que les bornes soient l'une dans le réseau de l'autre pour se connecter, mais elles étendent quand même la portée du réseau. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que, bon, évidemment, c'est le dernier tri. Donc, si vous avez besoin de changer de routeur en ce moment et que vous avez un grand espace à couvrir, avec 2 appareils ou 3 appareils comme celui-là, vous couvrez l'ensemble de l'affaire. Vous savez, vous en avez pour quelques années avant que la norme Wi-Fi évolue, parce que le Wi-Fi précédent, Wi-Fi AC, qui a été rebaptisé Wi-Fi 5 parce qu'apparemment c'était trop compliqué, a quand même existé pendant plusieurs années. Et là, la nouvelle norme va certainement durer 5, 6, 7, peut-être même 10 ans. Attends un peu, il y a une nouvelle version 6A ou quelque chose comme ça qui s'en vient, qui utilise une nouvelle bande de fréquence qui devrait arriver d'ici la fin de l'année.
je vais pas briser ton enthousiasme, mais je considérais changer mes routeurs. Puis là, je fais comme, oups, il y a déjà une nouvelle norme. C'est C'est sûr qu'il va y avoir fait, des je crois. évolutions, mais l'idée, c'est de garder ça, tu sais, de garder une norme actuelle et de l'adopter longtemps. C'est sûr, évidemment, il va y avoir des normes parallèles, des normes concurrentes. Euh, on a simplifié un peu l'appellation en faisant du Wi-Fi 6, qui, je pense, est du Wi-Fi AX. Donc, 802.11 AX, c'est le nom de la norme officielle, mais je veux dire, les normes continuent d'évoluer, on continue de développer. Puis, les réseaux Wi-Fi précédents existent encore, ils fonctionnent encore, évidemment. Et les C'est appareils, les nouveaux rétro-compatible. téléphones, entre autres, sont compatibles avec la norme Wi-Fi 6, ce qui permet d'avoir un meilleur débit par appareil aussi, parce que ça réserve une bande de fréquence, ça réserve une bande passante plus accrue pour chacun des appareils qui se connectent sur le réseau. Ce qui est l'autre avantage de cette génération de réseaux-là. Dans le cas du Deco X60, je pense que la bande passante maximale, je l'ai noté ici, c'est 3 gigabits seconde. Ce qui n'est pas 3 gigaoctets seconde, c'est moins que ça, parce que ça, c'est un autre, c'est des octets et des bits, ne sont pas Ça, c'est la exactement... puissance théorique, là. Ça, c'est la vitesse Exactement. maximale théorique. C'est jamais ça dans la vraie vie, là. C'est jamais ça, mais c'est une idée, c'est une ordre de grandeur. C'est-à-dire que c'est comparable à ce qui était avant, ce qui se comptait en mégabits. Donc, c'est quand même, je veux dire, 1,5 à 2 fois plus rapide que ce qu'étaient les normes précédentes. Donc, c'est quand même pas mauvais non plus. Et dans le cas de TP-Link, l'autre avantage, c'est qu'il y a une installation simplifiée. Là, on n'a pas besoin de configurer chacune des bornes. On en branche une, on charge l'application, on donne un nom au réseau, tout se fait. Et à mesure qu'on branche les autres bornes, elles se connectent automatiquement à la borne principale et tout se fait tout seul. Donc, c'est assez simplifié à ce niveau-là. Et en plus, dans l'application, il y a des contrôles réseau, des contrôles parentaux, pardon, qui sont assez sophistiqués. On peut gérer un temps, un horaire, une limite de différentes façons par personne, par appareil. Donc, ça permet de contrôler un peu le temps d'écran d'un peu tout le monde, ce qui est évidemment en ce moment assez critique quand on passe toute la journée à la maison. À un moment donné, tout le monde accroche la tablette. Je ne sais pas si ça génère des chicanes, mais ça peut certainement créer des situations où on abuse un peu des écrans, puis ça comprend les consoles de jeux vidéo et les téléviseurs aussi. Là. Est-ce que je me trompe ou il y a même un antivirus intégré? Oui, ça, c'est l'autre partie. Il y a des outils de sécurité. Je trouve ça très chouette comme option. C'est pratique, c'est gratuit pour commencer, mais ensuite, il y a des options payantes. Là, ça peut être un peu agaçant de payer pour un antivirus, mais je veux dire, il y a des options de pare-feu, il y a plein d'affaires, il y a des outils de surveillance pour être sûr que vous ne tombez pas sur des sites web malveillants, qui peut être pratique si vous êtes susceptible justement à recevoir des emails d'hameçonnage. Si vous auriez beaucoup de spam dans votre inbox, comme on dit en bon français, donc beaucoup de courriels dans votre boîte de réception, c'est peut-être un outil qui peut être effectivement très pratique. Et ça, c'est une chose que TP-Link offre qui n'est pas offerte par tous les fabricants de bornes. Donc, c'est peut-être un avantage de cette marque-là, qui a différentes générations de réseaux, de routeurs, pardon, qui sont aussi pas tous dernier cri, mais qui peuvent faire l'affaire à différents budgets. Donc, effectivement, la portion logicielle de l'affaire fait plutôt bien. Il y a des limites, par contre, parce qu'au niveau justement, au niveau de l'accès, du calcul de temps d'utilisation, si vous avez, par exemple, un téléphone qui utilise, que ce soit WhatsApp ou peu importe l'application, qui, elle, tourne en continuité, le temps est calculé. Même si vous dormez, vous ne le savez peut-être pas, mais votre ordinateur qui n'est pas éteint, votre téléphone qui n'est pas éteint, votre tablette qui n'est pas éteinte, eux se connectent au réseau et vont transférer des données. Bien, ça évidemment, ça compte comme du temps d'utilisation. Donc, c'est un problème au niveau de la gestion, mais c'est un bon indicateur quand on parle des données personnelles qui sont un peu récupérées à notre insu, là, on en a un bel indicateur aussi, parce qu'on voit les applications qui consomment la bande passante à notre insu, et c'est un bon moyen pour contrôler ça aussi. Mais ça peut devenir un irritant. L'autre partie de l'affaire, il y a un problème avec les bornes TP-Link, et ce n'est pas le seul modèle de borne que j'utilise qui fait ça, c'est que des fois, le signal coupe. Par exemple, on tombe en veille, notre appareil, notre ordinateur de travail tombe en veille, on le rallume et il se connecte au réseau, mais la bande passante, l'Internet, bref, n'est pas accessible. Et ça, c'est un drôle de détail parce qu'il faut éteindre et rallumer le Wi-Fi et ça se corrige. C'est le genre de petit irritant que si ça arrive, ça agace beaucoup. Espérons qu'une mise à niveau du micro-logiciel va régler ça, mais pour l'instant, c'est un irritant qui peut agacer des gens qui n'aiment pas trop bidouiller. Et je le vois très bien. Ce qui est un problème quand on achète une borne comme celle-là, Deco X60, qui est 550 $, qui n'est pas donné. Ouais. Évidemment, c'est pour les trois, c'est l'ensemble de 3 bornes. Donc ça, c'est un kit si vous avez une très grosse maison ou un très gros espace, très grand espace à couvrir avec du Wi-Fi. Il y a une version un peu moins puissante de cet appareil-là, le Deco X20, qui est 400 $, donc c'est un peu plus abordable, qui a une bande passante un peu moins
moins large. Je pense que c'est 2 gigabits seconde ou de 3, quelque chose comme ça. Il y a une notion de Je pense que puissance. pour la plupart des gens, c'est amplement suffisant, là. Exactement, mais en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire, parce que souvent, les gens disent, mon Internet est lent depuis un certain temps, puis là, on ne sait pas si c'est le fournisseur, si c'est le service, si c'est le modem, si c'est le routeur. Ouais, Si vous avez un appareil comme celui-là, c'est sûr que ce ne sera pas le routeur le problème. c'est Euh, ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs de mes amis qui m'ont demandé, depuis le confinement, mon Internet va pas bien. Et là, ben là, je fais pas grand-chose avec. Oui, mais avant, il y avait une personne à la fois à la maison. Tout le monde regardait un film en même temps. Maintenant, tu as 4 personnes à la maison, chacun sur sa tablette, son téléphone, son ordinateur portable, les ampoules connectées, le jeu vidéo qui télécharge en arrière. Écoute, les gens ne se rendent pas compte que le rôle d'un routeur, c'est de partager une connexion Internet et de exact. donner de l'attention à tous les appareils de façon idéalement équitable. Ouais. Donc, si c'est un vieux routeur, ils ne sont pas pensés pour bien gérer, bien répartir le signal rapidement, efficacement à tous les appareils. Ils vont un peu passer de façon idiote d'un appareil à l'autre, tandis qu'avec les Mhm. nouvelles normes, ils vont comprendre que certains appareils ont besoin de plus d'attention que d'autres Exact. et Ça, ont c'est un la bon point, là, puissance, effectivement. c'est ça, ont la puissance nécessaire pour passer rapidement d'un appareil à l'autre et de faire le balayage. As-tu besoin de données? Parfait, parfait. Ce qui fait Ouais. que la connexion Zoom, en même temps que le téléchargement du vidéo, va se faire sans coupure et sans problème de signal. Et c'est pour ça que les nouveaux routeurs font une énorme différence, Mhm. même si on télécharge pas grand-chose. On s'en Euh, rend pas compte, effectivement, puis ça peut aller vite. Et un bel outil, même si ça n'a pas besoin de ce routeur-là, si vous avez un outil qui permet de surveiller la bande passante totale de votre réseau à la maison pour voir quelles applications et quels appareils consomment des données, vous seriez surpris probablement de constater c'est lesquels, c'est pas nécessairement ceux qu'on utilise le plus qui sont les plus gourmands. C'est pas ouais. nécessairement quand on les utilise seulement qui sont gourmands non plus, donc c'est bon à savoir et à contrôler parce qu'effectivement, là on est chanceux, la plupart des fournisseurs offrent des forfaits mensuels illimités pour la période actuelle, mais quand on va revenir aux limites, si on revient aux limites, quand on dépasse l'offre mensuelle, c'est toujours un peu plus coûteux et là, c'est vraiment agaçant. Oui. Cet appareil-là, tu parlais de justement prioriser les signaux, a un outil de priorisation. On peut prioriser certains appareils par rapport à d'autres quand ils sont utilisés pour justement s'assurer que la qualité est optimale. Donc, ça peut être l'ordinateur quand on fait du télétravail, ça peut être un serveur de fichiers à la maison, des choses comme ça. Oui. C'est un bel outil. Moi, j'ai eu des problèmes avec. Il priorise les appareils. Je ne sais pas comment il fait, mais ça m'empêchait de les connecter, à distance. Donc, c'est un petit peu embêtant. C'est un vieux serveur. Donc, c'est peut-être la faute à mon serveur, je ne le sais pas. Mais en désactivant cette fonction-là, ça réglait le problème. Donc, c'était une solution facile. Mais c'est un outil qui est présent dans la borne, ce qui n'est pas unique à cet appareil-là, cela dit, mais c'est une fonction qui, quand même, vaut la peine d'être essayée pour voir si ça ajoute à la qualité de votre expérience web. Bref, Deco X60 de TP-Link. Des bons routeurs. En tout cas, si vous cherchez des routeurs pour la maison en ce moment, considérez, sinon ce modèle-là, au moins la possibilité de regarder du côté des routeurs Wi-Fi 6. Oui. Et les Euh, routeurs maillés. Maillé si vous avez un grand espace. Si vous avez évidemment un loft, un studio, un condo, un appartement, même une maison pas très grande, c'est probablement extrêmement superflu. Je suis tellement dans le superflu personnellement, là. Je suis, mais totalement. Si le Wi-Fi cause des problèmes de santé, je vais mourir tellement, là. Ah oui, ça c'est un autre genre de question qui soulève complètement une autre conversation. Mais je veux dire, dans un triplex, ça peut être pratique entre copropriétaires qui s'entendent très bien d'utiliser un Ah, truc ouais. maillé pour sauver des sous. Ouais. Je dirais Puis que c'est ça. aussi, s'il y a une pièce ou un endroit dans la maison qui a pas une bonne réception, il y a toutes sortes de patentes, des produits qui permettent de partager le signal. Avec un réseau maillé, c'est optimisé pour ça. Il n'y a pas Exact. de délai, il n'y a pas de latence, c'est transparent C'est le et même ça nom de réseau, fonctionne c'est la même vraiment bien. connexion, pas de souci. Et ce sera parfait pour utiliser votre appareil mobile ou de télé préféré pour accéder aux plateformes de jeux vidéo en demande qui fait Mm. votre affaire et essayer des jeux comme ceux développés par les studios montréalais. Bientôt, j'ai hâte d'essayer le nouveau Assassin's Creed, d'ailleurs, qui est complètement d'autre chose. Oh! Euh, mais je vais aller voir Winding Worlds d'abord et ensuite on pourra voir comment justement les autres studios réagissent à la situation actuelle. Ça peut être intéressant de suivre ça de plus près. C'est une grosse industrie, hein? Puis évidemment, comme on l'a vu tantôt, il
il y a encore de la vie et de l'activité, mais c'est peut-être un peu ralenti par le contexte actuel. Un peu dommage. C'est tout pour cette semaine. Cela dit, Pascal, on a un petit peu d'avance, mais on va laisser la place parce qu'encore une fois, cette semaine, il y a Monsieur le Premier ministre qui va donner sa conférence à 13h. Donc, on ne peut pas empiéter sur cette populaire aventure en ligne pour la plupart de notre nuit. Mais sinon, merci d'avoir été là, Pascal, malgré les détails, les bugs de début d'émission. Non, mais je t'admire beaucoup, hein, parce que je te vois en train de vérifier que tout fonctionne et puis souvent dans les problèmes informatiques. Beaucoup de gens en ce moment nous écoutent, sont pris à apprendre comment fonctionne Zoom, comment fonctionne Teams, comment fonctionne Duo, comment fonctionne FaceTime à plusieurs. Mm-hmm. Là, nous, on gère en plus la diffusion multicast sur plusieurs plateformes. C'est pas évident. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une parenthèse. Teams a annoncé, dans la conférence Build de Microsoft, on a annoncé que chaque intervenant dans Teams va pouvoir devenir un studio de télé personnel. Donc, chacun va pouvoir être géré par les logiciels de podcast comme une caméra individuelle, comme dans un studio. Ça va être possible de pouvoir passer d'un utilisateur de Teams à l'autre, clac, 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 avec une régie. Et ça va changer la donne. C'est l'outil qui ferait une belle différence parce que bientôt, on va se faire des zooms comme ça, on va faire une balado comme ça, puis on va avoir les avatars Facebook, puis tout le monde va trouver ça bizarre. Tant que les outils pour s'afficher vraiment comme il faut sont développés, profitons-en. Mais on va être en 3D et en réalité virtuelle. Exact. Ça s'en vient, Facebook avec sa plateforme Horizon, puis une plateforme de réalité virtuelle, c'est l'année prochaine. Il me semble que ça fait 10 ans qu'on dit que la réalité virtuelle, c'est l'an prochain. Et le 3D avant ça, c'était toujours pour l'an prochain. Ouais. Ça nous laisse un an pour en reparler. Mais ça nous laisse aussi une fin de semaine pour relaxer. Puis on se reparle, nous, la semaine prochaine avec une autre tasse de texte. Sinon, je vous dis bonne journée. Merci, Pascal. Merci à toi. À la prochaine. Salut tout le monde.